Bonjour et bienvenue dans Sous-Sol, un podcast expérience où l'on frotte le sentiment de beauté au monde vivant. Aujourd'hui, on commence par ce qui est le commencement et la fin, ce par où tout émerge, le sol, l'humus, la terre. On plonge dans tout ce qui grouille, ce qui gratte, se décompose et se recompose. Dans ce premier épisode, on part d'un arbre et on questionne les limites, les nôtres, celles du sol, celles des végétaux. On essaie de tracer une première carte. Fermez les yeux. Léo Daguet, Head of Sustainable Innovation et metteur en scène. Fermez les yeux. D'abord, vous ne voyez rien. Ensuite, pensez à un arbre. Imaginez-le. Vous le voyez, qui s'élève vers le ciel, qui déploie ses branches et ses feuilles. C'est sûrement un chêne ou un sapin. Peut-être qu'il n'est d'aucune espèce en particulier, juste un schéma. Il est seul, au milieu d'un champ ou d'un jardin, ou bien entouré de milliers d'autres dans une forêt. Vu depuis notre regard, un arbre est un individu, une forêt une société. Les métaphores et les comparaisons saturent notre imaginaire. La graine comme embryon dont le destin est de grandir, de s'élever, de sortir de terre, en puisant dans le sol et dans l'air les éléments qui le constituent. Parce que l'arbre est vertical, il faut qu'il soit linéaire. Il est une graine, puis une pousse, puis un tronc, des branches, des feuilles, comme une flèche qui avance vers le haut, orientée dans une direction unique, vers la lumière, vers le futur. Fermez les yeux. Vous voyez toujours l'arbre ? Vous voyez toujours l'arbre, c'est-à-dire l'arbre en tant que forme définie, figée, achevée. Belle, mais terriblement limitée, finie. Il y a eu la graine, cela sort de terre, puis il y a l'arbre. Il ne bouge pas. Et après, il n'y a plus rien, ou alors du bois de chauffage et des meubles. C'est le problème avec tout ce qui avance à sens unique. Il y a un moment où ça disparaît. C'est peut-être pour cela que Gilles Deleuze n'aimait pas les arbres. Trop simpliste, trompeur. Il symbolise une pensée qui semble progresser par analyse, par dichotomie. On part d'une idée initiale, d'une graine, d'un tronc, d'une forme, et puis on la découpe. Une branche part à droite, une autre à gauche, et puis on divise encore et encore en sens unique, en taillant tous les rebroussements, tous les cas médians, tout ce qui ne rentre pas dans les cases, tout ce qui se contredit, tout ce qui part à l'envers. Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle, c'est celui de l'herbe. L'herbe, elle pousse par le milieu. Ouvrez les yeux. Ce que l'on voit dans l'arbre, c'est avant tout l'expérience que nous faisons de nous-mêmes, de notre individualité et du sens unique de notre propre existence, suspendue quelque part entre une naissance dont nous n'avons pas de souvenir et une mort que nous ne vivrons pas. Ligne absurde, tendue entre deux absences, détachée du sol et du ciel. C'est ce détachement qui nous permet de nous percevoir comme des individus, c'est-à-dire des êtres non interchangeables, aux limites définies, et qu'on ne peut diviser en sous-unités viables. Après tout, si on m'arrache un bras et qu'on le plante dans le sol, il ne se formera jamais une nouvelle version de moi-même. J'aurai mal, et si on s'y prend bien, je survivrai, avec un bras en moins. L'arbre réel ne se plie pas à ces règles qui sont fondamentalement animales. Voir l'arbre comme un grand individu, silencieux et immobile, c'est, volontairement ou non, en évacuer beaucoup de caractéristiques. Son sous-sol, d'abord, ses racines, qui se déploient en miroir de sa couronne, la complexité de son organisation, qui n'a rien de commun avec notre vision de l'individualité et qui s'approche plutôt d'une colonie, la richesse de ses interactions qui brouillent ses limites et l'intègrent à un super-organisme bien plus vaste, et surtout, on oublie de voir d'où il vient et où il retourne.
on oublie son rapport avec le sol. On voit l'arbre avec nos yeux d'animaux, comme s'il était un animal, un grand animal immobile, qui boit par les racines, respire par les feuilles, doit bien manger quelque part, alors ça doit être par les racines. Et comme c'est à peu près tout ce qu'on arrive à reconnaître, on se dit qu'il s'agit d'êtres simples. Après tout, ils n'ont pas de pattes. Et l'on voit comme un manque chez eux, ce qui est en réalité notre propre incapacité à voir au-delà de notre propre prisme d'animaux, ce que sont les arbres, ce qu'est leur beauté propre, étrange. C'est ce point de vue qu'on aimerait aborder aujourd'hui. Regarder la beauté des arbres, non pas à travers nos yeux d'animaux sublunaires, mais la voir depuis le lieu où ils se trouvent, où ils vivent. Essayer de voir la beauté des arbres, non pas telle que nous la projetons avec notre propre regard, mais telle qu'elle est, parfaitement étrangère à nous. La beauté de l'arbre, vue d'un autre point de vue. La beauté de l'arbre, vue du point de vue du sol. Alors il faut parler un peu du sol. De quoi parle-t-on exactement ? Il va falloir déjà se débarrasser de la vision que nous nous en faisons de façon spontanée. En tant qu'animaux macroscopiques, vivant au-dessus du sol, nous voyons essentiellement le sol comme une surface, plus ou moins solide, sur laquelle nous nous déplaçons, où nous plantons des plantes nécessaires à notre survie, et où parfois nous cachons des trésors qui ne seront jamais découverts. La première caractéristique du sol, en réalité, c'est d'être une épaisseur, un volume, de s'étendre au-delà de la surface d'où nous le regardons. Mais définir le sol, c'est-à-dire chercher à le délimiter, autrement que comme une surface, n'est pas une chose simple. On peut à peu près dire où il se termine, c'est-à-dire là où commence notre univers aérien, mais on a du mal à expliquer jusqu'où il s'étend, là où il commence, en dessous, en profondeur. De quel sol parle-t-on ? Dans la littérature scientifique, on peut parler de sol, d'humus, de litière. Des espèces, des règnes du vivant différents n'auront pas la même définition du sol. Le sol des bactéries est sûrement un peu plus vaste que celui des vers de terre. On va essayer de restreindre un peu le problème et de s'intéresser au sol qui nous est le plus familier. Le sol des organismes pluricellulaires, des eucaryotes, celui des champignons, des plantes, des mousses et des insectes. Il s'agit donc d'une portion de l'espace qui peut s'étendre sur plusieurs mètres entre une couche de roche-mère tout en bas et l'atmosphère tout en haut. Dans cette vision géométrique, la litière est la partie la plus superficielle, constituée principalement de débris de végétaux, ce qu'on appelle des feuilles mortes ou du bois mort. L'humus se trouve sous la litière. Ce qui est amusant avec le sol, c'est qu'il est très compliqué de lui attribuer une structure, de le faire rentrer dans une de nos cases habituelles. Il n'est ni vraiment solide, ni liquide, ni gazeux. C'est une sorte de mélange de tout cela, un gel qui recouvre une grande partie de notre planète. Ce n'est pas un volume fermé par une surface bien définie, mais plutôt une forme fractale qui est faite de plein et de vide, et dont la surface, ou le volume, sont en réalité impossibles à définir ou à calculer. Vu depuis une bactérie qui le traverse, par exemple, le sol ressemble à un labyrinthe, dont les couloirs immenses sont plus ou moins remplis d'air ou d'eau. Définir le sol, par conséquent, c'est essayer d'enfermer ce qui ne peut pas se laisser circonscrire. Le sol est une zone de transition, un continuum, une zone d'échange, et plus on le regarde de près, moins on peut y voir des limites, des couches, des strates. Une zone d'échange, mais entre quoi ? Entre quels organismes, entre quels milieux ? En fait, je trouve que la façon la plus satisfaisante de parler du sol, c'est de le voir comme un écosystème, de voir le sol comme une des formes du vivant.
Le sol est cet habitat riche en matière organique, en air et en eau, et dans lequel vivent des plantes, des animaux, des bactéries, des champignons, des protistes. Certains de ces organismes vivent exclusivement dans le sol, d'autres, comme les plantes, les arbres, certains champignons ou les taupes, ont un mode de vie à la fois souterrain et aérien. Je parle d'habitat, mais encore une fois, il faut se méfier de nos réflexes. En tant qu'humains, nous occupons certains espaces. Nous dormons dans des maisons ou des immeubles. Nous traçons des frontières sur des plans. Mais nous nous percevons physiquement détachés de ces structures. Elles nous sont étrangères. Une fois la maison construite, elle ne fait plus partie de moi. Une fois la frontière tracée, elle semble là pour toujours. Nous nous percevons comme en lévitation, encadrés par des limites, protégés par des toits, séparés par des barrières, mais que l'on ne touche jamais vraiment, avec lesquelles il ne nous semble pas possible d'interagir. Elles sont là, elles durent, elles sont figées. Ce n'est pas de ce genre d'habitat que je parle. Il ne faut pas voir le sol comme on voit communément les murs d'une maison. S'intéresser au sol, c'est s'intéresser à une vision de l'habitat qui est celle, pour prendre un exemple aérien, des fourmis avec leurs fourmilières, ou des termites avec leurs termitières. C'est un habitat qui est construit par ses habitants et qui ne cesse d'être construit pour continuer d'être habitable. Rien de fixe, rien de statique, rien de permanent, rien de détaché. Une relation continue entre l'habitant et son habitat qui brouille les frontières à nouveau et on finit par ne plus savoir très bien où commence l'habitant et où se termine l'habitat. Le sol est une construction qui est en construction permanente, toujours en mouvement. Le sol est la trace gigantesque d'une activité continue du vivant. Essayer d'y tracer une chronologie ou une hiérarchie semble assez vain. Si on doit y trouver des étages, le sous-sol du sol se trouve peut-être au niveau de la roche-mère, dans l'activité de l'érosion, des bactéries ou des champignons qui digèrent petit à petit la roche et y extraient des éléments minéraux utiles à tout le sol. Mais tout cela est assez hypothétique. Quand on observe un écosystème, on ne perçoit que son état actuel. Toutes les itérations et tous les états intermédiaires qui l'ont rendu possible ont disparu, sont souvent à jamais inaccessibles. Le sol est la résultante d'actions mécaniques, physiques ou chimiques non vivantes et d'activités d'organismes vivants extrêmement diversifiés. Il est dans un certain état d'équilibre, plus ou moins stable, lui permettant de croître ou l'entraînant inéluctablement vers sa dégradation. C'est un habitat dans le sens où il ne cesse d'être rendu habitable par ceux qui l'habitent, qui modifient sa structure, sa composition, stabilisent son pH, y introduisent de l'eau, de l'air ou de l'énergie. Le sol est indissociable en somme de ceux qui y vivent. C'est une zone d'échange entre du vivant et du non-vivant. C'est un corps gigantesque qui perd sa forme, ses caractéristiques, dès lors qu'il perd ses habitants. Un sol sans vie n'est plus du sol. C'est un cadavre qui dérive, plus ou moins rapidement, s'érode, se dessèche, s'acidifie, se détruit. Fermez les yeux. Imaginez une terre sans sol. Rien que de la roche, des cailloux et du sable, à perte de vue. Et puis de l'eau, de l'air et de la lumière. Ce que vous voyez, c'est à peu près ce que la science moderne imagine de l'état de notre planète il y a 1 ou 2 milliards d'années, avant que la vie ne parvienne à s'aventurer au-delà des lacs, des rivières et des océans. Fermez les yeux. Quelque part, autour d'une petite étendue d'eau, il y a quelque chose qui semble déborder, vert, très fin, qui s'étend puis se réduit, avant de s'étendre à nouveau, en oscillation très lente. C'est le premier sol, un biofilm formé exclusivement de ses habitants, des bactéries, des champignons,
des algues, d'une épaisseur ridicule, un peu gluant, de ce genre de pellicule qu'on retrouve parfois sur les piles immergées des pontons de bois ou au fond d'un récipient rempli d'eau laissé à l'abandon. Ou bien il est peut-être très sec, comme la mince couche de lichen qu'on trouve sur les roches et sur les toits, premières apparitions d'un sol nouveau dans des terrains inhospitaliers. Gardez les yeux fermés. On accélère. Cela déborde de partout. D'autres lacs, d'autres rivières, d'autres océans s'étendent hors de leurs limites. Le biofilm progresse, s'étire, se propage à la surface des roches, forme une couche qui, au fur et à mesure qu'elle s'épaissit, parvient à retenir un peu plus d'eau, à accueillir de nouvelles formes de vie. Fermez les yeux. On accélère encore. Il y a du sol partout. La terre est recouverte de cette surface étrange. De nouveaux équilibres se mettent en place. Cela s'épaissit, cela grandit. Dans l'eau, la force de la poussée d'Archimède permet à la vie sous-marine de se déployer facilement dans toutes les directions de l'espace. Hors de l'eau, en revanche, il faut ramper le long de la surface, diffuser pour grandir. Alors cela s'étend, beaucoup, partout, sur le sol, à travers l'eau, en sautant d'une montagne à une autre. Des millions de kilomètres carrés sont colonisés par cet être immense, d'où commencent d'émerger des plantes, microscopiques d'abord, puis de plus en plus hautes, de plus en plus grandes. Ouvrez les yeux. Nous sommes les fruits de cette extraordinaire colonie. Voir la vie depuis le sol, c'est voir le sol bouger, s'étendre, grignoter la roche, avaler l'eau, transformer le climat, faire pleuvoir les pluies, changer les lits des rivières, grandir, grandir, poussé par une force sublime, par l'action collaborative de ces milliards de constituants et par la succession de leurs générations. Le sol absorbe la planète, la recouvre, puis s'enfouit lui-même, se recouvre, s'épaissit, grandit, évolue, grimpe, se déploie dans des formes extraordinaires, traversées par le vent, par les averses et par le soleil. Pour grandir, le sol a besoin de lumière. La photosynthèse réalisée par les bactéries ou les végétaux est le principal moteur de son développement. Les plantes et les arbres permettent à la vie du sol d'accéder à une nouvelle dimension, de s'élever verticalement pour multiplier sa surface d'échange avec l'air et avec la lumière, son exposition au soleil. J'aimerais regarder un arbre sous cet angle, comme du sol qui s'élève. Et tandis qu'il grimpe vers le ciel, il se structure, se spécialise, engendre des flux nouveaux, des collaborations inédites. Lui qui était surface, il peut devenir épaisseur, volume. 1 mètre carré de sol sans plante est capable de capter une quantité relativement limitée d'énergie lumineuse, d'environ 100 watts. Mais le même mètre carré, traversé par le tronc d'un arbre, s'élevant à des dizaines de mètres et recouvert de milliers de feuilles, va pouvoir réceptionner une quantité 10 fois, 100 fois, 500 fois plus élevée. Cela ne veut pas dire que le sol dans son ensemble va pouvoir capter plus d'énergie, parce que les feuilles d'un arbre font de l'ombre en dessous d'elles, qui prive une partie de la surface d'un accès à la lumière. Mais cette capacité à concentrer l'énergie à certains nœuds du réseau permet la spécialisation du sol. La croissance devient exponentielle. Par la photosynthèse, les plantes et les arbres puisent du carbone dans l'atmosphère et génèrent de la matière organique qu'elles restituent au sol, sous forme des feuilles mortes, du bois mort qui constitue la litière, puis qui se dégrade en humus, ouvrant de l'espace à de nouvelles interactions, et permettant au sol de gagner en épaisseur, de devenir opaque, de maintenir une partie de lui-même en vie en l'absence de lumière. Abreuvé par les immenses puits d'énergie que sont les arbres et les plantes, il s'enrichit, s'épaissit, développe sa diversité, capture plus d'humidité, constitue un environnement encore plus fertile, se régénère et continue de grandir, toujours plus épais, toujours plus haut,
toujours plus profond. Il y a dans les rapports de l'arbre et du sol quelque chose que je trouve fascinant. C'est leur profonde codépendance. Le sol tel qu'on le connaît aujourd'hui ne peut se concevoir qu'en coexistence avec les arbres. Les deux sont intimement liés, l'un étant à la fois le produit et la condition de l'existence de l'autre. Le sol profond, épais, est rendu possible par la présence des arbres qui lui fournissent une source de matière organique extrêmement productive et ralentissent l'érosion avec leurs racines. Les arbres s'ancrent dans le sol autant qu'ils ancrent le sol. En retour, sans un sol épais, l'arbre ne peut subvenir à ses besoins immenses en eau stockés dans le substrat, ni s'élever suffisamment sans être balayé par le vent. L'arbre et le sol vivent en symbiose. Chacun a besoin de l'autre, car finalement chacun forme deux pôles d'un même système, deux nœuds d'un même réseau. L'arbre n'est pas cet individu autonome qui puise dans le sol de quoi se nourrir, qui grandit et qui meurt. C'est une forme d'expression du sol, une évolution des biofilms qui ont réussi à s'aventurer hors du milieu aquatique il y a très longtemps. C'est un état transitoire de la matière du sol. C'est de l'air qui devient sol, car l'arbre prélève dans l'atmosphère le carbone qui forme la matière organique, mais c'est aussi du sol qui devient air, qui s'appuie sur lui-même pour contrer la gravité et explorer la dimension verticale, multiplier ses interfaces. J'aime essayer de voir dans un arbre une exploration, la trajectoire en fractale d'une zone de contact entre la lumière et l'ombre, entre l'air et l'eau, entre la pesanteur et la légèreté. J'aime y voir du sol qui monte, explose un instant dans la lumière et puis retombe, comme une vague qui déferle au ralenti. Avec nos regards d'animaux, nous voyons souvent les choses à l'envers. Ce qui bouge trop lentement, nous le pensons immobile. Parce qu'on tire une ressource de certains éléments végétaux comme les fruits, les graines ou le bois, on les imagine comme des produits, comme un aboutissement, une finalité. Comme si le destin du vivant était de croiser notre trajectoire, puis de disparaître. On linéarise ce qui est circulaire, pour en faire des objets que l'on peut prélever et utiliser. Il faut qu'on se remette à notre place. Les arbres n'ont pas grand-chose à faire de nous. Ils vivent leur vie, qui est d'abord la vie du sol, dont nous ne sommes qu'une vague dérivation. Je pense qu'il y a là un premier principe d'éco-design à poser. En méditant au milieu des arbres, rêver à ce que pourrait être un objet que l'on pense à l'envers. Non pas quelque chose qui nous est donné, non pas quelque chose que l'on prélève, quelque chose qui vit, d'abord, qui suit une trajectoire, et autour de laquelle nous orbitons un temps, avant que nous ne disparaissions. Il faudrait réussir à voir qu'il n'y a, en fait, aucun arbre qui sort de terre. Il y a juste du sol qui s'élève.